cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau cours d'histoire. Olivier Viavorca, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter? Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, grand spécialiste de la résistance. Je vous ai reçu d'ailleurs à 3 reprises pour 3 cours d'histoire consacrés à la résistance. J'invite nos auditeurs à se rendre dans nos archives pour les écouter, et vous venez de publier une magistrale histoire totale de la Seconde Guerre mondiale parue chez Perrin. Alors nous avons entamé la semaine dernière une série de nos cours d'histoire, une nouvelle série consacrée à ce sujet. Nous avons évoqué la semaine dernière les causes de la Seconde Guerre mondiale. Cette semaine, nous allons nous plonger dans une question de sémantique. La Seconde Guerre mondiale a-t-elle eu lieu? Et nous verrons la semaine prochaine la question de la société civile et de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'existence, bien évidemment, la réalité du conflit dans une perspective déconstructiviste, non, mais d'abord de nuancer l'expression de Seconde Guerre mondiale. L'expression n'est pas si évidente que cela selon les pays et les continents. Oui, vous avez entièrement raison. Le terme de Seconde Guerre mondiale, qui nous paraît à nous, Français de 2023, totalement évident, n'est pas une expression qui s'est imposée dans le monde entier encore aujourd'hui. Les Japonais, par exemple, parlent de guerre du Pacifique, les Chinois parlent également de guerre contre le Japon. Même les Français, d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous parlez à vos grands-parents ou à vos arrière-grands-parents, ils parleront de l'occupation, ils parleront de la libération, ils parleront plus rarement de la Seconde Guerre mondiale. Le terme de Seconde Guerre mondiale, en fait, est utilisé principalement par Roosevelt, par Hitler et par Churchill, et notamment par Churchill après la Seconde Guerre mondiale. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que ce terme qui nous paraît totalement évident mérite que l'on s'y attarde, mérite que l'on réfléchisse à sa portée, parce que par Seconde Guerre mondiale, on entend au fond une forme d'universalisme de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne suis pas certain que les peuples vivent aujourd'hui en termes mémoriels la Seconde Guerre mondiale comme une guerre mondiale. Ils voient beaucoup plus du côté japonais la guerre en Asie, du côté chinois la guerre contre le Japon, etc. Et ceci est important parce que cela veut dire qu'il est très difficile de construire une mémoire commune. Tant les ressentiments, les vécus, les expériences et les mémoires sont d'abord et avant tout, je crois, nationales. Et c'est un élément qui me paraît extrêmement important. Donc il y a autant d'histoires de la Seconde Guerre mondiale qu'il y a de pays ayant participé à ce conflit ? Sans doute. Alors, bien entendu, on peut insister sur la réconciliation franco-allemande qui va faire que l'on va avoir peut-être un regard en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, européen sur cette Seconde Guerre mondiale. Mais je pense que majoritairement, pour un Polonais, pour un Chinois, pour un Coréen, cette histoire est d'abord et avant tout une histoire nationale. Alors je voudrais ouvrir une parenthèse parce que nous ne l'avons pas dit à l'occasion de la première émission, mais vous avez fait un travail considérable de recherche à l'étranger. Et cela, c'est un appel aussi aux étudiants. Il faut parler les langues étrangères pour bien connaître les opinions des Anglais, des Américains, des Allemands, des Italiens, etc. Oui, bien évidemment. Le fait de fréquenter une historiographie étrangère, des archives étrangères, ouvre les yeux. Je me souviens que lors d'un colloque en Chine, j'étais très surpris quand les Chinois parlaient du front Ouest, parce que le front Ouest, c'était la Russie, le front Est pour nous. Et ça avait effectivement quelque chose de dérangeant. Donc effectivement, oui, il faut absolument ouvrir les fenêtres, s'inspirer des historiographies, des archives étrangères, pour essayer de construire précisément une histoire qui soit une histoire globale, une histoire totale. Au-delà de l'histoire militaire, qui est bien connue, j'ai reçu Jean Lopez à plusieurs reprises à ce micro, l'historiographie évolue beaucoup. Oui, l'historiographie évolue beaucoup. Je pense que l'historiographie évolue beaucoup
D'abord sur le front Est, c'est-à-dire que nous sommes quand même bien mieux informés sur le front Est que ce que nous l'étions il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années. Je pense que l'historiographie a énormément progressé sur l'histoire de la Shoah. Il faut se rappeler que le grand historien de l'Holocauste, Raoul Hilberg, a pendant très longtemps prêché dans le désert. Il a d'ailleurs fait une carrière académique extrêmement médiocre. Il est resté dans l'université du Vermont. Hilberg n'a pas été appelé à Harvard ou à Princeton. Bon, donc sur l'histoire de la Shoah, oui, nous sommes de plus en plus et de mieux en mieux informés. De même sur la manière dont la guerre s'est passée en Asie. Et puis les centres d'intérêt se sont aussi, comment dirais-je, ont aussi évolué, se sont aussi déplacés. Je pense que nous portons une attention moins grande, par exemple, aux aspects militaires, parfois, et que nous portons une attention beaucoup plus grande aux civils, aux populations, que nous voyons la guerre peut-être beaucoup plus au niveau des hommes qu'au niveau des généraux. Et ceci, c'est peut-être aussi un legs de la manière dont l'histoire de la guerre de 14-18 s'est construite, avec une histoire qui a d'être une histoire bataille, au fond, pendant l'entre-deux-guerres, une histoire à la fois diplomatique et militaire, et une histoire beaucoup plus sociale, économique, culturelle, dans les dernières années, dans les dernières décennies. Et de ceci, bien entendu, nous sommes redevables. Alors je reviens sur ma question sémantique. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu ? Guerre mondiale signifie qu'elle n'a épargné aucun continent. Est-ce que c'est le cas ? Alors oui, c'est vrai. En gros, on s'est battu partout, sauf en Amérique. Bon, donc l'ensemble des continents ont été frappés. Mais est-ce que le fait qu'il y ait une guerre, pour aller vite, dans le monde, fait que la guerre soit mondiale ? Voilà, à mon avis, la manière dont il faut poser la question. Et de ce point de vue, je crois que la guerre n'est pas nécessairement mondiale. Quand on regarde, par exemple, du côté de l'Axe, on voit bien qu'il y a des guerres différentes. Le Japon ne mène pas la même guerre que l'Allemagne. D'abord, le Japon a-t-il mené une guerre mondiale ? On peut se poser la question. Jamais le Japon n'a eu une ambition prométhéenne, par exemple, frapper les États-Unis. Le Japon n'a pas voulu frapper l'Europe. Bon. Donc, on voit bien que, pour le Japon, la guerre est une guerre qui se situe sur le théâtre Pacifique-Asie. Point final. D'autre part, autre élément, les Italiens combattent d'abord et avant tout dans les Balkans, avec la Grèce, et sinon en Afrique du Nord. Bien sûr, ils envoient des contingents, d'ailleurs, assez nombreux à l'Est, pour participer à la grande croisade contre le bolchevique, mais ce n'est pas la grande affaire de l'Italie, même si elle est, je le répète, très présente. Vous avez, du côté donc de l'Axe, des guerres en silo, peut-on dire, où, en fait, les théâtres d'opération sont relativement peu connectés. Chacun mène sa guerre de son côté. Alors, bien entendu, le gros éléphant, c'est l'Union soviétique. On aurait pu imaginer que le Japon frappe la Russie. Cela n'a pas été le cas, mais on voit bien que dans des domaines où les Allemands sont experts, je pense par exemple à la guerre sous-marine, ils n'aident absolument pas les Japonais à mener une guerre sous-marine contre les États-Unis. À l'inverse, il faut le souligner, le pré-bail, c'est-à-dire toute l'aide américaine expédiée à l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut rappeler, nous avons cette image, au fond, des convois. Ces convois avec de la neige, de la glace, et puis qui arrivent au nord. Mais en fait, les convois ne correspondent qu'à 25% de l'aide américaine. 25% passent par la mer Caspienne et le golfe Persique, et donc transitent par l'Iran, mais 50% passent par Vladivostok. Jamais les Japonais n'ont attaqué un transport, ce qui rend bien évidemment les Allemands, fous. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas de coordination au niveau stratégique entre le Japon et l'Allemagne et l'Italie. Côté allié maintenant, alors bien entendu on célèbre à grand son de trompette la Grande Alliance. La Grande Alliance, bon. Donc c'est vrai déjà que vous avez une grande alliance entre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est vrai, même si vous avez, nous pourrons y revenir, quelques nuances de gris. Mais entre l'Union soviétique d'une part et les Anglo-Américains de l'autre, il n'y a aucune coordination stratégique. Staline se borne à promettre une synchronisation. En d'autres termes, il promet que lorsque le débarquement se produira, juin 1944, il déclenchera une opération à l'Est pour éviter que l'Allemagne nazie ne translate des effectifs du front Est vers le front Ouest. Il tient parole.
De même, il promet que 3 mois après la capitulation de l'Allemagne nazie, il attaquera le Japon, mais il n'y a pas de coordination stratégique, il n'y a pas de réflexion stratégique commune. Autre élément à mentionner, la Chine. La Chine nationaliste qui quand même supporte le gros de la guerre en Asie. Il faut rappeler quand même que les Japonais se battent en Chine. Bon, eh bien jamais la Chine n'est appelée à donner son avis sur la stratégie. Et puis, le président Roosevelt va nommer comme chef d'état-major de Chiang Kai-shek, le chef de la Chine nationaliste, un général américain qui méprise souverainement Chiang Kai-shek, qu'il surnomme la cacahuète, the peanut. Et donc, la Chine n'a absolument pas voix au chapitre. Mais c'est aussi le cas de l'Australie, du Canada, de l'Afrique du Sud, qui aident le Royaume-Uni. Et ils ne sont absolument pas représentés dans les grands comités stratégiques qui unissent les Américains et les Britanniques. Donc de ce point de vue, guerre mondiale, oui, parce qu'elle frappe les continents, mais guerre mondiale avec l'idée, si vous voulez, que vous avez au fond une unité d'action, une communauté de points de vue stratégiques, non. Si la guerre devient mondiale, c'est à partir de 1941 ? Alors, c'est une très bonne question parce que vous avez toute une littérature qui essaye de remettre en cause la chronologie. Bon, alors, si vous voulez, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes ici dans une histoire où les historiens veulent essayer de se démarquer par leur originalité. Donc l'une des originalités, c'est de dire vous pensez que la guerre a commencé en 1939 ? Pas du tout. Elle a commencé non pas en Europe, mais en Asie, et en 1937, date où effectivement vous avez une confrontation entre le Japon et la Chine, voire en 1931, date à laquelle le Japon annexe de facto la Mandchourie chinoise, pour créer un État fantoche, le Mandchoukouo. Je crois que ça, c'est une illusion profonde, parce que précisément ce qu'il y a d'intéressant dans la guerre en Chine, c'est que les Japonais veulent que cette guerre soit localisée. Ils ne veulent surtout pas l'étendre. De même, les États-Unis ne veulent pas intervenir, puisque, au contraire, la politique de sanctions vise à éviter la guerre. Donc, vous le voyez, dire que la Seconde Guerre mondiale est née en 1931-1937, pour moi, c'est un contresens. Elle ne devient mondiale, et vous avez raison de le souligner, en 1941, tout simplement parce que l'Union soviétique va entrer dans la danse, et parce que le Japon va également entrer en guerre. Soulignons, ceci dit, que même l'Union soviétique ne mène pas une guerre mondiale, elle mène une guerre européenne, hormis à l'extrême fin de la période, lorsqu'elle déclenche la guerre contre le Japon en août 1945. Est-ce que on peut dire que cette guerre a des motifs idéologiques ? Alors, bien entendu, elle a des motifs idéologiques, on a des idéologies fortes, le nazisme, mais dans le même temps, on voit bien que c'est une guerre qui est à la fois classique et nouvelle. C'est une guerre classique dans la mesure où c'est une guerre qui a d'abord et avant tout un fondement national. Et donc que les puissances expansionnistes, l'Allemagne nazie, l'Italie et le Japon, eh bien, visent d'abord et avant tout à étendre leur territoire à une époque où le territoire est considéré comme un facteur de puissance. Donc cette idée nationale est très forte. Bien évidemment, l'idéologie est très puissante dans la mesure où elle va colorer cette guerre de conquête, cette guerre d'annexion, de motifs racistes, anticommunistes, antisémites, et déboucher sur des monstruosités barbares que la Shoah suffit à résumer, mais il faut aussi souligner que vous avez beaucoup de barbarie du côté japonais. Donc oui, il y a des éléments idéologiques qui sont présents, mais le nationalisme, au sens large du terme, est très puissant. Et de ce point de vue, il est intéressant de constater que les communistes, qui auraient pu présenter la guerre comme une guerre des peuples contre le capitalisme, qui auraient pu présenter la guerre comme le moyen de faire la révolution, eh bien, les dirigeants communistes se replient sur l'idéologie nationale. C'est le sens, bien entendu, du célèbre discours de Staline le 3 juillet 1941, où il renoue avec un nationalisme
de la plus belle eau, mais c'est également le cas des maoïstes, parce que, au fond, Mao va défendre l'idée que ce sont bien les communistes qui sont les meilleurs défenseurs de la nation chinoise. Et donc, cette imbrication du nationalisme et du communisme en Chine est un élément tout à fait puissant. Mao se présente beaucoup plus, au fond, comme un nationaliste que comme un communiste. Donc ce sont les intérêts nationaux qui prévalent ? Oui, je crois que ce sont les intérêts nationaux qui prévalent. Alors, ces intérêts nationaux qui prévalent peuvent se teinter d'une forme d'universalisme. Je pense que dans l'esprit de Roosevelt, et là, pourquoi ne pas le créditer d'une sincérité ? Ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour le monde. Donc il y a cette forme que certains pourraient taxer de naïveté, que, au fond, tout ce qui fait le fondement des États-Unis, la démocratie libérale, le libéralisme économique, les échanges internationaux, sont bons pour le monde. Mais bien évidemment, c'est une idéologie qui, sous ses dehors universalistes, est une idéologie qui sert aussi les intérêts des États-Unis. De ce point de vue, d'ailleurs, il faut souligner que la faiblesse idéologique est très vivement ressentie par les Britanniques et les Américains, qui s'interrogent sur les couleurs à donner à leur propagande. Qu'est-ce qu'on peut vendre, au fond, au peuple pour les faire rêver ? Et les responsables de la propagande constatent à leur grande tristesse qu'ils ne peuvent pas proposer grand-chose. Vous avez tout un ensemble de textes, je pense par exemple au discours sur l'état de l'Union de Roosevelt, qui promet les quatre libertés. Je pense également à la charte de l'Atlantique. Mais la charte de l'Atlantique ne fait pas rêver en Europe. Elle fait rêver, il est vrai, en Afrique et en Asie, et va être un élément sur lequel les nationalismes africains et asiatiques, très désireux d'obtenir leur indépendance, vont s'appuyer. Les nationalistes vont invoquer la charte de l'Atlantique pour justifier et légitimer leur combat. Mais dans le même temps, les propagandistes, je le répète, se disent que c'est quand même un peu faiblard pour mobiliser, mais de ce fait, ont-ils besoin d'injecter de l'idéologie alors que l'oppression que font régner les Japonais, les Allemands et les Italiens est forte. Au fond, pour un Français, on n'a pas besoin de lui expliquer pourquoi entrer en résistance, tout simplement parce que l'occupation suffit à elle-même à justifier cette entrée dans la résistance. Alors, évoquer la Seconde Guerre mondiale, c'est évoquer bien évidemment les belligérants, mais c'est également évoquer les neutres. Et vous consacrez plusieurs pages à cette neutralité, à ces neutralités, neutralité engagée ou bien neutralité relative. Alors, vous avez des neutralités engagées, c'est-à-dire que un certain nombre de pays affirment... Alors, là, on arrive à des distinguos sémantiques très puissants, hein, parce qu'on peut être neutre ou on peut être non belligérant. Non belligérant, cela veut dire qu'on soutient, au fond, un pays, mais qu'on ne déclare pas la guerre. Au fond, la position que certains pays de l'Ouest ont par rapport à l'Ukraine aujourd'hui. Donc, vous avez effectivement ce cas de figure, et l'Espagne, somme toute, incarne assez bien cette posture, qui est au fond une très grande connivence idéologique avec le régime nazi, cimenté notamment par l'anticommunisme, beaucoup plus que par l'antisémitisme, l'idée qu'il faut effectivement engager la grande croisade à l'Est, et donc Franco va aider fortement les Allemands. Et puis vous avez des neutralités relatives qui dépendent au fond, je dirais, à la fois d'un rapport de force et d'opportunité. La guerre, il est très difficile d'y échapper, et d'ailleurs on voit bien que le nombre de neutres tend à décroître au fil du temps. Il est très difficile d'échapper à ce maelstrom, mais dans le même temps, il faut souligner que des pays n'ont pas véritablement le choix. Quelle est la marge de la manœuvre de la Suède en 1941 pour dire à l'Allemagne nazie non, nous restons fidèles aux Anglo-Américains. Cette marge de manœuvre est faible, mais il est vrai aussi que la guerre, elle offre des opportunités en termes de vente, en termes commerciaux, et que ces opportunités, eh bien, les pays les exploitent. Et on le voit bien dans le cas de la Suisse. La Suisse, elle est dans une certaine mesure obligée de commercer avec l'Allemagne, tout simplement parce que tout un ensemble de ses clients ont disparu en raison de la guerre, mais dans le même temps, il est clair aussi qu'elle va faire du business avec les maîtres de l'or. Et puis vous avez des pays qui, par miracle, échappent à la guerre, et dans ces pays, il faut souligner l'importance de la Turquie. Alors la Turquie, on doit reconnaître que c'est pas facile, hein, parce que vous voyez les voisins qu'elle a, notamment l'Union soviétique. Bon, eh bien la Turquie, elle va réussir à maintenir
sa neutralité avec une très grande habileté des diplomates qui tergiversent et qui mettent même Churchill en difficulté. Churchill explique aux Turcs qu'ils doivent absolument s'engager dans la guerre et les Turcs rétorquent à Churchill « mais nous sommes prêts, avez-vous un plan ? Avez-vous des armes ?» Et comme Churchill n'a ni l'un ni l'autre, eh bien, il est bien obligé de laisser les Turcs brandir l'étendard de la neutralité. Jamais l'humanité dans son ensemble ne s'est comportée aussi diaboliquement et jamais elle n'a fait œuvre aussi semblable à celle de Dieu. C'est une citation de Stefan Zweig. Je souhaiterais terminer cette émission sur la nature de cette guerre. La Seconde Guerre mondiale, nous avons évoqué le nationalisme des pays, les intérêts qui la placent dans le classicisme au fond des guerres et pourtant on fait face à un conflit qui n'est pas comme les autres. Non, effectivement, je crois que ce n'est pas un conflit comme les autres. Je crois que ce n'est pas un conflit comme les autres parce que le degré de barbarie, le degré de violence a été d'une intensité rarement connue. Et donc cette intensité, cette violence, elle a frappé non seulement les militaires, mais également les civils, avec non seulement la Shoah, mais tous les massacres que les Allemands, que les Japonais, voire les Italiens ont perpétrés. Vous avez donc eu un degré de violence extrême, y compris d'ailleurs pour les Allemands, lorsqu'ils ont subi les bombardements, qui quand même ont provoqué des milliers de victimes. C'est vrai. Mais de l'autre, dans cet océan d'abomination, vous avez eu aussi des éléments sublimes de courage, d'altérité, d'altruisme, et ceci, je crois, il faut le souligner. Donc, véritablement, la nature humaine s'est révélée dans ce qu'elle pouvait avoir de plus grand et dans ce qu'elle pouvait avoir de plus abject. C'est un conflit qui s'inscrit dans le présent du monde, la Seconde Guerre mondiale. Alors, on se demandait au début de l'émission si la Seconde Guerre mondiale avait commencé en 31, en 37, en 39, en 41, mais quand est-ce qu'elle se termine ? Quand est-ce qu'elle se termine ? Alors, je crois justement que cette Seconde Guerre mondiale n'est peut-être pas terminée. Elle n'est peut-être pas terminée d'abord dans les têtes. Je le vois de manière très anecdotique. Je reçois quand même un flot mince, mais un flot de courriers de gens qui me disent voilà, mon grand-père était dans la résistance, aidez-moi, il n'a jamais parlé. Donc cette guerre, elle est quand même très présente dans les esprits, mais elle est aussi très présente dans l'esprit des peuples. Vous avez un ressentiment comparable à celui du traité de Versailles, au fond, qui est sous-jacent et qui parfois est instrumentalisé par les pouvoirs en place. On le voit bien, par exemple, en Pologne, on le voit bien en Chine. Les contentieux entre la Pologne, la Russie et l'Allemagne, du point de vue mémoriel, ne sont pas réglés. Je ne suis pas sûr non plus que les contentieux chinois avec le Japon soient réglés. Je ne suis pas sûr que les contentieux coréens avec le Japon soient réglés. Donc vous avez au fond une circulation qui peut être une circulation souterraine de cette mémoire, mais qui reste très vivante et qui peut effectivement s'embraser si des gouvernements peu scrupuleux s'empressent de souffler sur les braises. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Vivervorka, d'être revenu à notre micro. Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. C'est le titre de votre nouvel ouvrage paru chez Perrin. Je me permets de vous renvoyer à l'émission que nous avons enregistrée la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écoutée, chers auditeurs, elle était consacrée aux causes de la Seconde Guerre mondiale. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière partie de ces cours d'histoire consacrés à la société civile et donc à la Seconde Guerre mondiale. Merci et à très bientôt.